Excellence, Monsieur le Président de la République, bonjour et merci de nous recevoir pour cet entretien dans le cadre de la commémoration de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Voici 63 ans et j'ai le plaisir de co-diriger cet entretien avec vous, Charlotte Médéoué-Guézéré. Bonjour Monsieur le Président, merci de ce grand honneur que vous faites à la presse togolaise en cette date symbolique du 27 avril. C'est moi qui vous remercie. Je crois pouvoir dire que j'ai entendu les reproches qu'on me faisait sur l'absence d'entretien avec les médias du pays. J'avais l'habitude de faire un discours. J'ai décidé cette fois-ci de rompre avec cette tradition et peut-être avoir un échange un peu plus vivant. Je pense que New York TV a fait la fierté de notre pays cette année en diffusant les matchs de la Coupe du Monde. Et en tant que j'étais très fier à ce moment-là. Et c'est pour moi une forme de reconnaissance à ce beau succès et à cette belle réussite. Merci, Monsieur le Président. Vous venez d'assister à un imposant défilé militaire pour marquer la célébration du 27 avril. Et à l'occasion, nous avons vu des forces de défense et de sécurité afficher une hargne pour défendre la patrie contre l'ennemi. Ces forces qui sont d'ailleurs en première ligne pour contrer la menace djihadiste. Quelles sont les nouvelles du front, Monsieur le Président? À quoi exactement les Togolais doivent-ils s'attendre? Vous savez que j'ai souvent eu l'habitude de commencer mes discours en félicitant et en encourageant les forces de l'ordre. Parce que je sais que sans la paix et la sécurité, aucun pays ne peut se développer, en tout cas pas le nôtre. Je sais aussi que c'est un acquis qui est toujours précaire. Nous-mêmes, nous avons envoyé des militaires pour les opérations de maintien de la paix ailleurs. Nous savions ce qui se passait et ce qui se passe toujours dans la sous-région. Aujourd'hui, ce qui nous arrive est une forme d'agression par deux groupes, je crois. Un qui s'appelle l'État islamique au Grand Sahara et l'autre, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Deux organisations terroristes qui attaquent notre pays et avant notre pays ont attaqué des pays de la sous-région dans le Sahel. Le Burkina. Cette attaque est une forme de guerre parce que vous connaissez le côté pacifique des Togolais. Ça a toujours été notre volonté de vivre en bonne intelligence avec nos voisins et d'accueillir avec beaucoup d'hospitalité, de gentillesse, ceux qui viennent vers nous. Mais nous avons une obligation, c'est de défendre notre pays. Depuis cette attaque, nous avons payé un prix lourd, notamment les forces de défense et de sécurité, qui ont perdu à peu près une quarantaine d'hommes et, malheureusement, des victimes civiles qui viennent s'ajouter à peu près une centaine de victimes civiles dans notre pays. Donc, vous voyez que ce n'est pas exagéré de parler de guerre. Ce n'est pas une guerre continue, mais ce sont des attaques meurtrières, des destructions, des familles endeuillées. Donc, ce n'est pas parce que cela se fait de façon sporadique qu'il faut baisser la garde ou se laisser endormir. Je sais que quand on est dans la capitale et qu'on mène une vie normale, on a l'impression que ce sont des incidents isolés. Ce ne sont pas des incidents isolés. Parce que pour contrer ce genre d'attaque, c'est une vigilance de tous les instants. Vous pouvez rester 1 mois, 2 mois sans attaque et puis une attaque meurtrière survient. Deuxièmement, vous connaissez notre ambition pour l'intégration. Et ce qui se passe chez nos voisins du Nord, de l'Est, ou même un peu plus loin, nous impacte forcément. Nous avons des Togolais qui vivent là-bas. Nous commerçons avec ces pays-là. Donc, même s'il n'y avait pas eu des attaques au Togo, nous subirions un peu les conséquences de ces attaques. Face à cela, nous avons mis en place une stratégie sur 3 pieds. La première, naturellement, c'est de nous défendre par les armes, parce que nos hommes sont attaqués, nos hommes sont tués. Et nous avons lancé l'opération Kunjouaré, qui a changé de posture. C'était une posture préventive d'abord,
après défensive, et maintenant, de temps en temps, nous sommes aussi à l'offensive. Et ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de communiqué que nous n'avons pas de succès. Nous avons des succès, mais il y a quelque chose d'indécent à célébrer la mort d'une personne parce que nous avons encore ces valeurs-là, le sens de l'humanité. Donc nous taisons cela. Deuxièmement, le CIPLEV. Donc, essayer de déradicaliser ou de prévenir la radicalisation des populations. Parce que ce sont des hommes, des jeunes qui sont utilisés pour mener ces attaques-là. Troisièmement, le plan d'urgence pour la résilience de ces populations. Nous avons été obligés, ce n'était pas une volonté, nous ne l'avons pas fait avec plaisir, de déplacer certaines populations pour mieux protéger la frontière. Vous connaissez la caractéristique de nos frontières qui sont souvent poreuses. Voilà. Donc, on a déplacé des gens. Il y a à peu près un peu moins de 12 000 qui ont été déplacés. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle parfois des réfugiés intérieurs. Donc, ces personnes qui ont été déplacées sont pour l'instant dans des familles et nous avons renforcé les infrastructures sanitaires, éducatives pour les mettre un peu à l'aise et apporter des vivres. Nous avons accueilli aussi des réfugiés étrangers dans notre pays. Et parmi les victimes dont j'ai parlé, la centaine, il y a pratiquement la moitié qui ne sont pas des Togolais, en quelque sorte. Et nous avons quelques Togolais qui sont à l'extérieur aussi. Donc, il y en a à peu près 2000. Donc, comme la période des examens approche, notre souci est que les élèves qui sont dans cette population puissent revenir et passer les examens pour que l'avenir ne soit pas perdu pour Donc, vous prenez des mesures spécifiques aussi pour rassurer ceux qui sont restés sur place. Nous les protégeons et nous devons nous satisfaire de la bonne entente qu'il y a avec les populations. Ce n'est pas un combat qui se mène seulement par les armes, mais on a besoin du soutien de la population. De ce côté-là, il y a une bonne entente. Mais si je dois compléter, c'est qu'il y a aussi des conséquences économiques. Donc nous avons dû renforcer les investissements en matière de sécurité. Nous l'avions déjà fait avec la loi de programmation militaire, mais cette loi n'est plus adaptée parce que la menace a changé de nature. Donc, nous allons certainement demander dans les semaines qui vont venir. Donc à quoi les Togolais doivent s'attendre, pour revenir à votre question, à un combat long. Avec des périodes de drame, parce que c'est inévitable quand il y a la guerre. Mais je puis assurer mes compatriotes qu'au bout, il y aura la victoire. Ça, nous sommes déterminés à réduire ces bandes armées. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, la situation dans la région des Savanes a obligé certains de la population à se déplacer. Mais comment encourager ceux qui n'ont pas encore fait le chemin retour à rejoindre le territoire? Oui, c'est ce que je dis. Ils sont peu nombreux, il y a à peu près 2000. Donc, quand je dis 2000, c'est toute la famille. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est que l'année ne soit pas perdue pour les élèves qui ont dû partir. Donc, vu leur nombre limité, je pense que nous allons pouvoir le faire en discutant avec les autorités des pays d'accueil. Oui. Monsieur le Président, nous allons aborder le chapitre économie. La conjoncture demeure marquée par l'inflation. La tendance des prix des denrées de première nécessité est toujours à la hausse sur les marchés. Les Togolais continuent de serrer durement les ceintures. Le gouvernement prend certes des mesures, mais vraiment pas d'amélioration significative. Jusqu'à quand cela durera-t-il, Monsieur le Président? D'abord, je ne vous apprends rien en disant que c'est un phénomène, disons, mondial. Après la crise de la Covid-19, il y a eu une succession de crises et ce qui a entraîné cette augmentation des prix. Deuxièmement, c'est essentiellement une inflation importée aux 2/3, même s'il y a quand même 33% qui touche les produits que nous avons ici localement. Généralement, quand il y a un choc comme ça, parce que c'en est un, c'est-à-dire qu'un événement qui n'était pas anticipé, mais qui survient, ce que nous faisons, les États font,
c'est de recourir aux subventions. C'est ce que nous avons fait avec les augmentations de salaires et avec des subventions aussi sur les produits pétroliers, les produits gaziers. Ça nous a coûté extrêmement cher. Donc, je crois que nous avons dû dépenser la centaine de milliards. Mais vous voyez que ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas un effort qui peut être renouvelé chaque année. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de produire autant que faire se peut ce qu'on consomme pour être moins dépendant de l'extérieur, notamment en matière de produits alimentaires. Et c'est pour cela que vous avez vu que nous avons relancé, amplifié notre intérêt pour la question agricole. Voilà. Donc, ce que je peux dire aux Togolais, une bonne partie du phénomène trouve sa solution ici sur le sol togolais. Je pense que nous créons les conditions pour que l'agriculture ne soit plus ce métier pénible, un peu parfois méprisé. C'est-à-dire, on dit c'est comme si ce sont ceux qui sont à la campagne qui doivent se donner à la terre, à une agriculture de subsistance. Mais que l'agriculteur change de statut social, devienne un entrepreneur. Donc, rendre d'abord le métier attractif. Je dis souvent à mes collaborateurs que nous n'avons jamais. Quand on dit que quelqu'un est riche au Togo, c'est rarement pour des questions agricoles. Alors, demain, si on dit qu'il y en a un Togolais agriculteur qui est multimillionnaire ou milliardaire, parce que ça peut arriver, ce serait un exemple pour la jeunesse. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Vraiment, profitons de cette crise. Une crise, elle est toujours douloureuse, mais c'est aussi des opportunités. Et celle d'aujourd'hui, à mon sens, cette opportunité est plutôt agricole. On va revenir tout à l'heure sur la question de l'agriculture. Et parmi ces mesures d'atténuation de la vie chère, Monsieur le Président, certaines ne sont pas suivies d'effet. Par exemple, les 3 milliards de transferts monétaires directs pour l'achat des fournitures scolaires ou encore les 2,5 milliards de subventions pour l'acquisition de manuels d'écriture et de lecture. Voilà 2 mesures annoncées, mais apparemment non suivies d'effet. Oui, mais que s'est-il passé exactement, Monsieur le Président? Merci. Bon, d'abord, relativisons. Je vous ai dit qu'on a dépassé la centaine de milliards pour les mesures que nous avons prises. C'est le coût, un peu plus de là. Donc, 5 milliards, on parle de 5%. Je plaide coupable pour les 3 milliards, mais je vais m'expliquer. Ce qui s'est passé pour les 3 milliards, souvent quand vous prenez des mesures comme ça, elles sont indifférenciées, elles touchent tout le monde. Mais est-ce que tout le monde avait besoin de ces 3 milliards-là? En l'occurrence, c'était pour acheter des fournitures scolaires, notamment des cahiers. Et il y a eu un débat au sein du gouvernement, à qui donner, à qui ne pas donner. Puisque où on donne à tout le monde, où on donne. Donc nous sommes restés perdus dans cette espèce de débat. C'est pour ça que je dis que je plaide coupable. Mais j'ai vérifié avec le ministre des Finances, les fonds sont là. Et ils trouveront forcément un usage, si ce n'est pas maintenant, un peu plus tard. Donc la promesse, elle n'est pas encore réalisée, mais je peux vous assurer qu'elle n'est pas oubliée. Et cela m'amène à évoquer une autre question. C'est que vous prenez par exemple les subventions de produits pétroliers. Comment faire pour que les subventions aillent à ceux qui en ont réellement besoin? C'est un vrai débat. Parce que quand elles touchent tout le monde, quand tout le monde en profite, ça devient lourd. Et ceux qui en ont réellement besoin trouvent toujours que c'est insuffisant par rapport à leurs besoins. Et ceux qui n'en ont pas besoin n'ont pas l'impression que le gouvernement a fait quelque chose pour eux. Donc, nous sommes en train de réfléchir à cette solution. Pour les 2,5 milliards, c'est en cours de réalisation. Malheureusement, c'est les finances publiques. Il a fallu lancer un appel d'offres, recruter 4 cabinets. Et donc, ces manuels scolaires ont commencé à être distribués dans certaines régions. Nous commençons par les régions les plus défavorisées, donc par la région des Savanes. Et donc, je peux vous assurer que ces manuels-là seront distribués. Il faut tirer la leçon pour que les prochaines fois, les élèves puissent avoir ces manuels un peu plus tôt. Un peu plus tôt, voilà.
Monsieur le Président, nous allons revenir sur la question de l'agriculture. Vous l'avez annoncé en début d'année dans votre adresse à la nation et là, vous avez tenu parole en organisant Comme ça, la c'est pas les première questions. édition du Forum national des producteurs du Togo. Les FOPAT qui viennent de s'achever avec l'étape de la région de la COSA. Mais pourquoi tant d'intérêt pour l'agriculture? Est-ce que cela vient des enseignements tirés des grands bouleversements mondiaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la crise de la Covid-19 ou la guerre Russie-Ukraine? C'est une des raisons. Mais la principale, ce qui nous a vraiment décidé à le faire, c'est que nous nous sommes rendus compte que nos compatriotes ne tiraient pas suffisamment profit de notre agriculture. Et pourtant, nous avons beaucoup investi. Les partenaires nous ont soutenus dans ce domaine-là. Et quand nous avons décidé, vous savez, nous avons ce qu'on appelle la feuille de route, axe 1, l'axe 2, c'était la création d'emplois. Et cette création d'emplois est basée sur la transformation de nos produits. Tu vois, on appelait ça les forces de l'économie, les mines, en quelques-unes, et l'agriculture. Mais quand les investisseurs frappaient à la porte et que nous avons commencé à regarder, nous avons une production certes abondante, mais pour faire une industrie, il faut un flux continu. Vous ne pouvez pas dire j'installe une usine de transformation de tomates, elle va tourner au moment des récoltes et puis après elle va s'arrêter. Ce n'est pas possible. Donc, où sont les produits qui vont être envoyés des zones rurales vers la ville où nous allons créer des emplois? Donc, c'est comme ça que nous sommes dit, pour augmenter de façon significative cette production agricole, il fallait prendre certaines mesures. Mais il ne faut pas que c'était surtout, c'est une approche, c'est une méthode. C'est de dire que ce ne sont pas les partenaires financiers qui doivent décider de notre politique agricole ou de nos filières. Ce n'est pas le gouvernement seul dans son coin, mais c'est avec le producteur. Le producteur doit être au centre. Parce que nous avons tenté des expériences avec les agriculteurs. Vous savez, il y a eu quelques expériences assez douloureuses qui ont pris des produits, les paysans étaient livrés à eux-mêmes. Donc, nous essayons de corriger tous ces défauts-là en mettant parce que nous avons besoin du producteur. Nous avons le grand projet de l'agropole de Kara, où nous invitons des investisseurs privés aussi. Donc, vous avez vu que certains ont annoncé déjà des investissements dans cette zone-là. Donc, essentiellement, c'est pour que nous ayons une chaîne de valeur beaucoup plus longue. C'est que non pas exporter nos produits comme le soja, mais les transformer pour que les emplois restent dans notre pays. Mais deuxièmement, c'est vraiment ce que j'ai appelé un peu avec un peu la souveraineté alimentaire, pour montrer que nous devons produire ce que nous consommons dans notre pays. Ce que nous aimons, nous devons l'avoir à disposition dans notre pays. Mais pour cela, il faut que les agriculteurs aient des revenus, amélioration de leur niveau de vie, de leurs conditions de vie, et qu'ils deviennent aussi des consommateurs. Voilà. Qu'il n'y ait pas toujours ce mouvement que nous voyons d'exode rural, les gens quittent la campagne vers pour la ville. Voilà. Donc c'est plutôt les raisons qui ont entraîné ce regain d'intérêt pour l'agriculture. Nous allons rester sur le secteur de l'agriculture, Monsieur le Président. Beaucoup d'ambition et d'action en perspective, mais un péril récurrent continue de mettre en danger le travail des agriculteurs, c'est la transhumance. Y a-t-il, Monsieur le Président, une solution aux dévastations de cultures et aux conflits entre bouviers et paysans? Il y a une solution, mais c'est une solution qui doit être régionale, parce que la transhumance, naturellement, elle est organisée dans le cadre de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui, constatant les problèmes de dérèglement, de changement climatique, les sécheresses, on sait très bien que les éleveurs, en saison sèche, ont besoin de venir vers le sud pour leur pâturage. Donc, on définit des couloirs. C'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays côtiers. Oui. Mais ces derniers temps, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'affrontements entre les éleveurs et les producteurs. Oui. C'est un phénomène qu'on rencontre dans beaucoup de pays. Donc la solution transitoire que nous trouvons, c'est de faire ce qu'on appelle
on a parlé des ZAP, des parcs en quelque sorte. Des parcs, parce que pourquoi les gens font la transhumance? Pour 3 raisons essentiellement. 1, le pâturage. Deuxièmement, l'eau. Et troisièmement, les problèmes de maladie du bétail. C'est-à-dire que quand un bétail s'installe sur une zone, après, les animaux contaminent cette zone-là. Donc, il faut des vétérinaires pour les soigner, etc. Donc, dans ces parcs-là qui sont grands, c'est l'expérience que nous voulons tenter dans notre pays. Les transhumants, quand ils viendront, seront conduits dans ces grands parcs et ils auront le pâturage. Donc, ça aussi, ça va offrir de la main-d'œuvre à certains de nos concitoyens. On fera des retenues d'eau pour que le bétail puisse s'abreuver. Si nous arrivons à faire cela, je pense que ce problème de transhumance va être réduit. Parce qu'aujourd'hui, la transhumance, malheureusement, entraîne des affrontements, parfois source de criminalité. Et donc, nous ne pouvons pas, et ça, vraiment, ça perturbe la quiétude des populations, sans parler des destructions de récoltes. Alors, au-delà de ces questions techniques, ça fait 63 ans que nous accédons à la souveraineté internationale. Quel est le cap que vous fixez? Où allons-nous, Monsieur le Président? Donc, c'est ma conception du pouvoir n'est pas un guide qui fixe un cap. C'est plutôt une aventure collective. Et c'est pour ça que, vous vous souvenez, nous avons fait le PND en 2018. Programme national de développement. Voilà. Et après, on parlait de feuille de route. Ça se demande c'est quoi PND, pourquoi la feuille, voilà. C'est parce que quand nous avons fait le PND, l'avons élaboré, pendant la campagne, les messages que nous avons reçus n'étaient pas tout à fait alignés à ce qui était dans le PND. Donc, c'est l'ajustement du PND qui a donné la feuille de route. Et comme nous sommes un peu tenus par le calendrier politique, nous avons mis ça dans la période 2025. Qu'est-ce que nous avons entendu dans nos populations? Il y a certains besoins qui doivent être satisfaits. Nos populations, nous l'avons bien entendu, tous ceux qui ont participé à la campagne. Donc c'est pour ça que nous avons dit, fixons un cap, disons que quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et la fibre, Internet, quoi, comme on dit. Donc ça, des besoins sociaux, pour que on ne dise pas que depuis 63, ne dise pas que mes grands-parents n'avaient pas eu d'eau, mes parents n'en ont pas eu, je n'en aurai pas. Il faut quand même y avoir un sens du progrès. Donc ça, c'est un peu, c'est ce que nous avons senti comme. Deuxièmement, la question de l'emploi. Oui, les jeunes diplômés sans emploi, c'est vrai que on le dit, nous nous plaignons comme ça, mais c'est pas, l'État ne crée pas des emplois. L'État crée des conditions pour qu'il y ait des investissements qui eux-mêmes vont générer des emplois. Donc, ces emplois-là, nous devons faire attention à ce qu'ils ne soient pas précaires. Parce que ça aussi, on voit des jeunes qui viennent en ville et qui sont essentiellement dans l'informel et qui vivent au jour le jour. Il faut sortir de cette réalité-là. Et c'est possible de le faire. L'informel n'arrange personne. Si on dit, comme je disais tout à l'heure, gouverner, c'est aussi servir. Pour servir quelqu'un, il faut connaître cette personne-là. C'est pour ça que nous lançons le grand projet, que nous allons offrir une identité à chaque personne. C'est quand on voit Kodjo, on sait que Kodjo est marié ou célibataire, orphelin ou pas, élève ou pas. Voilà les revenus à peu près qu'il a et voilà à quoi il a droit en termes d'efforts de solidarité, assurance maladie, allocation. Pourquoi je parlais tout à l'heure de cette façon un peu large de distribuer les subventions qui pèsent sur le budget de l'État, mais qui celui qui a vraiment besoin de ces subventions n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas suffisamment, et celui qui n'en a pas besoin se dit, bon, on me donne, je prends, mais je n'en ai pas forcément besoin. Donc, c'est ce que nous voulons faire en créant le registre social, en connaissant mieux notre population. Et je profite pour dire à la population que c'est vrai, nous avons eu le recensement général, nous aurons le recensement électoral. Il y aura un troisième pour offrir une carte biométrique à chaque Togolais pour que nous puissions vraiment être efficaces dans notre politique de protection sociale. Monsieur le Président, vous avez évoqué la jeunesse. Oui. Permettez que j'évoque les femmes. Oui. Dans l'espace IOMOA, le Togo est plutôt bon élève en matière de promotion du genre. Est-ce que le gouvernement compte faire davantage?
Oui, nous comptons faire davantage parce que quand moi je vois euh, les programmes, les projets qui sont initiés, je suis surpris, mais les hommes me pardonneront, par l'engagement des femmes. Elles y croient et en fait, ce sont elles qui font le succès de certains projets. Bon, la plupart des projets qui sont liés au développement de la base, aux secteurs sociaux, les femmes sont engagées, elles sont dynamiques. Je les encouragerais à peut-être sauter le pas, à faire un peu plus, à s'engager un peu plus dans les affaires de la cité, pour ne pas dire de la politique. Nous avons les élections locales. Je pense que les femmes apporteraient un plus qualitatif à la gestion de nos affaires. Sur le plan politique, que pense Oui. le chef de l'État des remous dans la classe politique à l'approche des élections? Quel Les est votre élections message? législatives et Et régionales. régional. Oui. En cette année 2023, quel est votre message aux acteurs politiques du Togo et à l'ensemble des citoyens? Bon, je pense il fut un temps, élection était synonyme d'inquiétude dans notre pays. Dieu merci, nous avons fait des progrès. Nous avons eu pas mal d'élections, on a fait plusieurs élections apaisées. Mais ce débat, il est normal. Et en réalité, il est habituel. À chaque fois qu'on s'approche de ces échéances électorales, il y a un petit peu d'agitation, un peu plus de bruit. Nous avons essayé de prévenir cela en organisant, en faisant un dialogue avec les acteurs de la classe politique. Aujourd'hui, d'autres revendications surviennent. Je ne fais pas polémiquer. Ce que je veux dire, c'est que en politique, il faut avoir le sens du compromis. Quand on s'assoit et qu'on a le même objectif, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, c'est normal que chacun ait sa stratégie. Et puis, il y a aussi une part de posture. Donc, parfois, quand on a des problèmes dans son parti, on essaie de l'extérioriser autrement, faire des revendications en disant ceci ou cela. Je pense que nous avons un cadre électoral qui est ce qu'il est. Il n'est pas parfait parce que la perfection n'existe pas. Mais quand nous nous comparons aux autres, je crois que nous n'avons pas à rougir. Il n'y a rien, on n'est pas meilleur que les autres, mais on n'est pas pire que les autres. Donc, je crois qu'il faut être serein, battre campagne. Et s'il y a une volonté commune au sein de la classe politique de faire encore quelques changements de cadre électoral, pourquoi pas, nous nous appuierons. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des actions, des actes de façon comme ça unilatérale ou de nous, ou du gouvernement, ou de la majorité, ou alors de l'opposition. C'est nécessairement dans le dialogue que nous pourrons trouver une solution. Nous allons également aborder la diplomatie de la paix dans cet entretien exclusif. Monsieur le Président, un certain nombre de vos succès en matière de politique étrangère contribuent à renforcer le prestige du Togo sur la scène internationale. Je pense en particulier à l'affaire dite des 49 soldats ivoiriens. Quelle est votre recette pour réussir là où plusieurs s'essayent en vain? Non, bon, c'est gênant de parler de ce succès. Je crois pouvoir dire que le Togo attire de la sympathie quand même. On aime bien le Togo. Notre pays, et ça, c'est pas moi. Je crois que nous sommes un pays pas très grand, nous n'avons pas d'ennemis déclarés, nous essayons de nous entendre avec tout le monde. Donc ça crée un a priori positif. Nous avons eu la confiance des deux parties. Nous avons eu la confiance du président Ouattara, et que je remercie, et nous avons eu la confiance du président Goïta. Donc ça a permis d'arriver à un compromis qui ne fut pas facile, parce que c'était une question assez difficile, assez douloureuse. Vous savez, quand il n'y a pas de confiance entre deux parties, c'est difficile de trouver un compromis parce qu'on prête toujours des arrière-pensées à l'autre. Donc, le rôle que nous avons eu, et nous avons aussi été, pardon, c'est pas le Togo, c'est moi seul, le Togo seul qui l'a fait. Nous avons quand même, parce que ça a duré quoi, quelques mois quand même cette affaire, hein, depuis le mois de juillet jusqu'à la libération. Nous avons d'autres aussi, des petites mains ont aidé. Et nous n'avons pas voulu avoir un rôle exclusif, même s'il a été déterminant. Donc j'associerai toutes ces mains à ce succès-là. Je ne voulais pas en dire plus. Voilà.
Le succès salué à Bamako, aussi bien à Bamako qu'à Abidjan. Une dernière question, Monsieur le Président. Avant le Mali, vous avez fait le choix de diversifier les partenaires sérieux du Togo, la Chine, le Japon, la Russie, la France, les États-Unis, le Commonwealth. Oui. Bref, mais pourquoi avoir fait ce choix stratégique du multilatéralisme? Est-ce que c'est payant pour le Togo? Je crois que c'est payant. Je crois que c'est payant. Il y a d'abord, nous, vous voyez, notre pays, nous sommes un pays à dimension plutôt modeste. Nous sommes travailleurs et nous accueillons tout le monde. Et quand les gens viennent au Togo, ils se sentent bien. Mais en même temps, nous n'avons pas, ne sommes pas un grand pays minier, etc. Donc, ce que nous voulons, nous le cherchons partout et nous le prenons là où nous le trouvons. Que ce soit avec la France, les Anglais, nous diversifions. Parce que nous savons que par le travail, par la créativité, nous allons pouvoir trouver des solutions. Et que si nous avons un problème ici au Togo, je pense que quelque part dans le monde, quelqu'un a eu le problème à trouver une solution. Nous faisons, vous avez parlé des grands pays, mais nous faisons aussi avec certains pays africains, de la sous-région même, nous regardons les bonnes pratiques, nous faisons des benchmarks et nous essayons de. Donc c'est un peu cette, je dirais pas, ouais, c'est un peu cette philosophie qui guide mon action. Et puis le souci d'être indépendant, de ne pas être perçu comme étant irrémédiablement lié à quelqu'un, le suivant, non. Ce qui compte, c'est l'intérêt des Togolais. Et donc, et si cet intérêt des Togolais commande certains choix, même difficiles, nous donnons priorité aux intérêts des Togolais. C'est pour ça que nous le faisons. Et puis bon, comme je dis, parfois, c'est la chance d'avoir la taille que nous avons. Hein. Quand on est un pays avec des ressources stratégiques, on est convoité par des puissances, mais... Les oiseaux les plus gros ne sont pas les plus beaux. Absolument. Donc c'est un petit peu cela. Et nous allons continuer, je pense. Hein. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci. Merci de votre beaucoup. aimable disponibilité. Merci aussi à vous pour ce premier entretien et je renouvelle une fois mes félicitations à New World TV et à toute son équipe. Et puis, je voudrais souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à tous nos compatriotes. Vous savez, pour moi, l'indépendance, c'est une fierté. La fierté d'être Togolais. Bon, l'entretien se termine sur des propos plutôt de jeu pour nous. C'est de reconnaissance pour ceux qui ont pu se battre pour que nous ayons cette indépendance-là. Mais c'est aussi un moment, c'est pour ça que sur certaines questions, il y a eu des manquements, je l'ai reconnu. C'est aussi un moment où faire le bilan et essayer de se dire qu'on va aller dans le sens du progrès, on va améliorer les choses. Parce que la vie n'est pas facile, les gens se serrent des ceintures, mais c'est par le fort, le travail que nous allons pouvoir nous en sortir. Et puis, toujours une pensée pour ceux qui sont en difficulté, soit par la maladie, le deuil, une pensée pour eux, une prière pour eux, et nous confier tous à Dieu le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci. Excellence, Bonne Monsieur le fête à vous Président de la aussi. République. Merci, Monsieur le Président.